Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Nicolas Mayer-Rossignol, bonjour. Bonjour. Les annonces de Gabriel Attal n'ont semble-t-il pas convaincu les agriculteurs. La FNSEA, premier syndicat, et la coordination rurale, le second, appellent à poursuivre la mobilisation et même à bloquer Paris. Alors comment répondre dans ce contexte à la détresse agricole ? La gauche est-elle vraiment à l'unisson quant à la manière d'envisager la sortie de crise et surtout l'avenir de l'agriculture française ? Au-delà, que faut-il attendre du discours de politique générale du Premier ministre de mardi ? Et puis il y a aussi la guerre d'Israël contre le Hamas. Les rôles sont donc désormais inversés. Israël est devenu l'agresseur et le Hamas l'agressé. Comment en est-on arrivé là ? Quid des conséquences en France ? La stratégie pro-Hamas de LFI, votre allié, a priori, met-elle en danger les Juifs français ? Mais donc, pour commencer, Nicolas Mayer-Rossignol, la crise agricole, la colère des agriculteurs, une crise qui est quoi, le symptôme de quoi, Nicolas Mayer-Rossignol ? D'un profond mal-être et d'une situation désespérée, peut-être pas de tous les agriculteurs, évidemment, il faut être nuancé. Il y a des situations différentes selon les filières, selon les territoires, mais il est incontestable. Moi, j'ai été président de la région Normandie, je suis maire de Rouen, dans une région très agricole, et dans cette région, comme dans beaucoup d'autres, vous avez des gens, des paysans, qui sont dans un état désespéré, pour essentiellement deux raisons. Un, ils n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Ils sont payés des clopinettes et ils se tuent au boulot. Et ça fait des dizaines d'années que ça dure. Et ça fait longtemps que ça dure. D'accord. Et deux, les normes, le côté tatillon, le sentiment que tous les jours on vient les pressurer. Donc moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est, il ne faut pas faire de polémique pour la polémique, mais gilets jaunes, violence urbaine en juillet dernier, dans les quartiers, notamment les quartiers populaires. Ouais. Aujourd'hui, la question des agriculteurs. Enfin, ça fait quand même plusieurs fois qu'on a le sentiment que ce gouvernement, il n'est pas là depuis 2 mois. M. Macron a été élu en 2017. Ça fait 7 ans. Ne prend pas la mesure de la désespérance dans ce pays. De la désespérance du peuple. Oui, du peuple et de différentes... Ça peut déboucher sur quoi, ça, sur on le voit bien, ça débouche... Une révolution, comme disent certains, à LFI, par exemple. Des grands mots. Tout ce que... Moi, je ne souhaite pas les violences. Je suis républicain. Je souhaite qu'on puisse, dans un cadre apaisé, discuter de tout cela. Mais pourquoi faut-il attendre des blocages, des agriculteurs, des violences, les violences urbaines de juin dernier, d'ailleurs, violence. Pour que tout d'un coup des choses se débloquent? C'est pas normal. Vous parlez de violence, est-ce que vous approuvez la nouvelle stratégie de Gérald Darmanin? La stratégie de Gérald Darmanin en direction des agriculteurs, il demande à la police de rester calme, de ne pas agir. Non, mais on veut jamais, la violence est jamais la bonne conseillère. On souhaite jamais que... Je constate quand même qu'il y a des doctrines d'intervention des forces publiques, des forces de l'ordre, très différentes selon qui on a en face. Justifié ou pas ? Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Je trouve que c'est... Évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il y a des considérations politiciennes derrière. Enfin, je pense qu'on n'est pas obligé d'être naïf. Alors, est-ce que vous souhaitez que ça se calme ou pas ? La FNSEA et d'autres syndicats agricoles appellent à bloquer Paris demain. Est-ce que vous dites ils ont raison ? Est-ce que vous dites comme Antoine Léaumont, le député LFI, qui a affirmé ce matin sur Europe 1 que le blocage des routes est un mode de fonctionnement très efficace, et il parle aussi d'un moyen de lutter contre le capitalisme. Il a raison ou pas ? Est-ce que vous approuvez ? Moi, je suis républicain. Ouais. Dans toute situation, je crois en l'état de droit. Je crois en une démocratie sociale, c'est-à-dire en la capacité qu'ont les uns et les autres, les représentants syndicaux, les représentants des forces civiles et les élus, le gouvernement, les collectivités, de travailler à trouver des solutions. Le blocage de Paris, c'est une bonne chose ? Non, c'est jamais une bonne solution quand on se retrouve dans un blocage. Mais il ne faut pas confondre symptômes, conséquences et causes. C'est le symptôme d'un profond mal-être, d'un profond malaise, d'une désespérance. C'est ça qu'il faut traiter. On parle aujourd'hui, la FNSEA, les syndicats agricoles disent on peut bloquer Paris dès demain lundi. Vous dites non, il ne faut pas que ça se fasse. Je dis que c'est au gouvernement, puisqu'en l'occurrence on parle de cela, de trouver et de répondre à cette colère, de trouver les solutions concrètes. Ce que je regrette, c'est qu'on en arrive à ces blocages et à ces formes de violence symbolique. Est-ce que c'est un mode de fonctionnement, comme dit Léaumont, efficace, ou est-ce que c'est un mode de fonctionnement scandaleux ? À terme, tout ça nuit à notre démocratie. À l'économie ? Mais pas uniquement à l'économie. Ce qu'on voudrait, c'est que les gens, les uns et les autres, puissent
se Quand on parler. dit tout cela, c'est-à-dire blocage de Paris ? Oui, le blocage, les blocages, Ouais. mais les violences précédentes. Quand il y a eu les violences urbaines, je fais un parallèle, mais évidemment, c'est pas le même sujet. Mais quand il y a eu les violences en juin, juillet dernier, moi, j'ai condamné toutes les violences sans réserve. Mais elles sont le symptôme d'un problème d'écoute. Ça veut dire que ce gouvernement n'est pas capable d'éviter cela, parce qu'il n'apporte pas en temps et en heure. Qu'il y ait des actions en urgence qui soient décidées pour calmer, pour apaiser, très bien. Ouais. Mais c'est mieux vaut tard que jamais. Mais ça montre quand même qu'il y a un défaut d'écoute en amont. Alors justement, les annonces, les propositions de Gabriel Attal, notamment l'abandon d'une hausse des taxes sur le gazole non routier, est-ce que ça va dans le bon sens ? Qu'est-ce qui reste à résoudre ? Qu'est-ce que vous attendez comme autre proposition du Premier ministre ? Je pense que là, il y a une forme de... Comment dire ? On voit bien, le gouvernement essaye de lâcher du lest pour essayer d'éviter un blocage. Je viens de le dire, je ne souhaite pas le blocage du tout. Moi, je suis républicain. Mais on voit bien qu'il n'agit que sous la pression. Et donc, évidemment, qu'une partie des acteurs se disent on va continuer la pression pour obtenir plus. C'est ça, le jeu. Bon. Est-ce que c'est sain ? Est-ce que c'est bon pour notre démocratie, pour l'intérêt général ? Je ne crois pas. Qu'est-ce qui n'est pas sain ? D'agir dans l'urgence, d'agir sous la pression. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je n'ai pas la prétention, mais le rôle des responsables politiques, c'est d'essayer de proposer des solutions. Je vous l'ai dit, c'est quoi le problème fondamental ? Les paysans, pas tous, mais une bonne partie d'entre eux, et en particulier dans un certain nombre de filières, l'élevage, la filière laitière, le maraîchage, sont dans une situation catastrophique. Moi, les céréaliers. Il y a des situations très différentes, on le sait très bien. Je peux vous dire qu'en Normandie, les 3 filières que je viens de citer, ce sont celles qui souffrent le plus. Il y en a d'autres, y compris excusez-moi, mais y compris quand même dans des cas de désespérance. Il ne faudrait quand même pas oublier qu'il y a des personnes qui sont mortes. En Ariège, il y a eu une marche blanche il n'y a pas longtemps de plusieurs milliers de personnes parce qu'une agricultrice, sa fille sont mortes et son mari est dans un état extrêmement grave. Donc, on ne parle pas de choses théoriques. On parle pas de choses théoriques. Je voudrais juste expliquer mon point de vue. La question des revenus, des salaires. 2, la question de la qualité de travail et de l'environnement. Les salaires. Les paysans se font avoir dans la chaîne de valeur. On leur avait promis un rééquilibrage avec la loi Egalim. Est-ce que c'est le cas ? Non. C'est ni le cas en aval vis-à-vis de leurs clients, les distributeurs. C'est pas non plus le cas en amont vis-à-vis de leurs fournisseurs, les tracteurs, le phytosanitaire, etc. C'est le problème de la répartition de la valeur sur la chaîne des valeurs. Exactement. Entre les producteurs et les distributeurs. Et là, absolument, il y a un vrai problème. Mais bien sûr. Et le ministre de l'Agriculture, Gabriel Attal, a annoncé des sanctions contre ceux qui ne respecteraient pas. Oui, mais regardez le paradoxe. Il faut attendre cette pression, ces violences, cette situation de désespérance, pour que le gouvernement vienne dire, c'est quand même fou, le Premier ministre vient de dire, ok, on vous a entendu, bon maintenant on va appliquer la loi. Enfin, on est où ? S'il y a une loi, c'est qu'elle doit être appliquée, et elle aurait dû l'être depuis bien plus longtemps, et encore une fois en aval et en amont sur la chaîne de valeur. Bien plus longtemps parce que justement, Christophe Béchu dans JDD aujourd'hui, il dit, le ras-le-bol agricole est ancien. Oui, mais d'accord. Pourquoi on n'a rien fait depuis Mais M. Macron est ancien, il est président depuis 7 ans. Encore une fois, moi je ne fais pas de procès d'intention, mais on a un chef de l'État, une majorité présidentielle qui est aux responsabilités depuis 7 ans. Donc on est responsable. Moi je suis maire de Rouen depuis 3 ans, je vous assure que les gens, je ne peux pas leur dire « Ah oui, mais alors avant, tout ça ». Quand vous êtes en responsabilité, vous êtes responsable, c'est la définition. Donc ça veut dire que... Et puis, excusez-moi, ça veut dire qu'ils ment aux Français ? Je pense qu'ils n'ont pas pris la mesure sur ce sujet, comme pour les Gilets jaunes, comme pour l'école, l'éducation nationale, comme pour l'hôpital, comme pour les jeunes des quartiers, on l'a vu sur les violences urbaines, de la désespérance dans le pays et des inégalités dans le pays. Oui, je le crois. Et puis, il y a une dimension, on n'en a pas encore parlé, européenne. On va parler, d'abord, on parle de quelques points précis. L'augmentation de l'électricité, début février, de 8 à 9%. Est-ce qu'il faut dispenser les agriculteurs de cette hausse ? Je pense qu'en tout cas, et ce sont les propositions que nous faisons avec les parlementaires socialistes, je pense à Philippe Brun par exemple, qui est député de l'Eure, un département extrêmement agricole, on a des secteurs, c'est vrai pour un certain nombre d'agriculteurs, pas tous, mais un certain nombre d'agriculteurs, quand vous êtes dans le bio par exemple, et que vous êtes dans l'élevage bio, vous avez besoin de plus d'eau, parce que les vaches elles boivent, vous avez besoin de plus d'électricité, oui. Vous avez d'autres secteurs, on a parlé des boulangers par exemple, sur le commerce et l'artisanat. Bon, là on aurait dû avoir une politique ciblée. Est-ce que c'est le cas ? Pas du tout. Et vous voyez le paradoxe. D'un côté, on dit on arrête la taxe sur le GNR
Mais d'un autre côté, monsieur Le Maire, le ministre de l'économie, dont je rappelle qu'il a été ministre de l'agriculture, dit ah oui mais au Du fait, temps de Nicolas Sarkozy. Hein. ouais, d'accord, oui, enfin on comprend que Nicolas Sarkozy n'a pas tout à fait Donc disparu. ça remonte à Si vous me permettez, j'ai le sentiment que Nicolas Sarkozy n'a pas totalement disparu du paysage politique. Non mais c'est pour préciser les choses pour nos. D'accord. Donc monsieur Le Maire, qui est ministre de l'économie, qui a été ministre de l'agriculture, nous explique qu'en même temps, si j'ose dire, on augmente de 10% le prix de l'énergie, de l'électricité. Vous croyez que ça va avoir quel impact sur les agriculteurs ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les agriculteurs ? Mais depuis très longtemps, de hausse nous disons, il doit y avoir des mesures ciblées pour les secteurs dont nous avons besoin, les paysans qui sont dans des situations les plus critiques, les secteurs où on a besoin d'énergie de façon forte, les commerçants, les artisans. Je vous assure qu'un boulanger dans une petite commune, c'est extrêmement important et au-delà juste du pain. Et deux, il faut une fiscalité, nous le disons, sur des grandes entreprises qui ont gagné beaucoup d'argent parce que flambait des prix de l'énergie. Tant mieux pour elles. Donc les taxés mais ce sont des entreprises qui devraient contribuer plus, pas de façon déraisonnable. Taxé total ? Oui, de façon plus forte. À quel niveau ? À un niveau plus élevé pour dégager des marges. Sinon, qui paye ? C'est vous, c'est moi, c'est le contribuable. Et ce sont les plus pauvres et les plus modestes. Est-ce que c'est juste ? Moi, je souhaite un peu plus de justice dans ce pays. Et il faut qu'on avance. Vous parlez de la filière bio. Gabriel Attal, il a promis 50 millions d'euros à la filière bio. Le problème, c'est que les consommateurs ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre ce secteur plus attractif ? D'abord, arrêter d'emmerder, pardonnez-moi l'expression et la trivialité de l'expression, mais les agriculteurs, il y en a beaucoup, qui s'engagent pour améliorer l'environnement. Vous voyez, j'ai amené avec moi un papier d'un document qu'a reçu un agriculteur justement bio dans l'élevage chez moi. Il a 200 hectares, non pas d'élevage intensif, mais 200 hectares dont 90% à peu près est en prairie, parce que c'est un agriculteur en élevage bio. Et il reçoit un courrier de la préfecture qui lui dit « Monsieur, il y a 2 hectares là, donc ça fait moins de 2% de toute son exploitation, que vous auriez dû mettre en prairie en plus, et donc on va vous mettre une astreinte, tenez-vous bien, de journalière jusqu'à 1 500 € par jour. Et c'est combinatoire si vous ne vous mettez pas tout de suite en règle. Pourquoi ? Parce que vous risquez de polluer. C'est le problème des normes. Le gars, il est en bio. Enfin, je veux dire, si c'est lui qui pollue le plus, franchement, on est en absurdie. Donc, vous voyez, c'est des genres de choses assez simples en réalité, mais qui ne sont pas faites aujourd'hui. Absurdie aussi par rapport aux normes environnementales. Il y a chez les agriculteurs, quelque part, un ras-le-bol des contraintes décidées au nom de la transition écologique. Est-ce que, en ce qui concerne la transition écologique, les agriculteurs ne portent pas un fardeau trop lourd ? Il y a une façon malhonnête de vous répondre, c'est de dire l'environnement, ça commence à bien faire et on va arrêter toutes les normes environnementales, etc., etc. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que, il y a un vrai sujet environnemental, changement climatique, perturbateurs endocriniens. Les premiers qui en souffrent sont les agriculteurs. Les maladies liées à l'environnement, ce sont eux qui en souffrent les premiers. Et deuxièmement, le changement climatique, il ne va pas s'arrêter demain. Les problèmes d'eau, ils ne vont pas s'arrêter demain, etc., etc. Donc, opposer l'écologie à l'économie, c'est dangereux, c'est pas responsable. Moi, je ne ferai jamais ça. En revanche, la PAC, et là, on arrive à l'Europe. La question, mais parce que c'est là-dessus, c'est à ce niveau-là que sont décidées ces normes. C'est pas au niveau local ou au niveau national. D'abord, je voudrais qu'on parle des applications au niveau du débat politique français. Oui, parce qu'il y a mais on ne peut pas séparer les deux. Mais on va en parler de l'Europe. Il y a des initiatives, des déclarations d'élus LFI et ELV aussi qu'on a en mémoire, qui n'ont jamais ménagé les agriculteurs et la filière agricole. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que ça vous parle ? Moi, je n'opposerai jamais, encore une fois... Je vais vous citer 2 exemples. Oui. Novembre 2022, Julien Bayou, il encourage la dégradation du matériel d'agriculteur et la désobéissance civile face aux grandes retenues d'eau. Il y a eu ensuite la manifestation violente contre les méga-bassines de Sainte-Soline. Et puis, Yannick Jadot, c'était très récemment, il y a quelques jours, en janvier. Il estime que le mot « norme » il déplore que le mot norme soit utilisé aujourd'hui comme un gros mot, considérant que la norme, c'est ce qui protège notre santé. Vous en pensez quoi ? Bien sûr que la norme protège notre santé. Moi, je ne souhaite pas qu'on arrive à des comportements violents. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. J'essaye de promouvoir l'état de droit, le dialogue social, la démocratie sociale. Bon, il y a plusieurs modèles agricoles. Est-ce qu'il y a des agriculteurs qui ne travaillent pas proprement. Et puis vous avez aussi d'autres élus comme Sandrine Rousseau qui préconisent la décroissance. D'accord, moi je vous parle des socialistes, de ce que je porte moi. Non mais c'est vos alliés. Bon, je vous parle des propositions que nous faisons nous. Il y a plusieurs modèles agricoles. Bien sûr qu'il y a des modèles agricoles intensifs, productivistes, qui sont dangereux et pour les agriculteurs eux-mêmes et pour la planète et pour les ressources. Mais il y a aussi, et ça existe,
je viens de vous donner un exemple chez moi avec Ouais, cet bien sûr, agriculteur bien sûr. bio. Plein d'agriculteurs qui sont les premiers défenseurs de l'environnement. Ils n'ont pas envie de polluer les rivières. Ils n'ont pas envie d'attraper des maladies liées à l'environnement. Ils n'ont pas envie d'exploiter ou de surexploiter les ressources jusqu'à ne plus pouvoir travailler demain. Simplement, aujourd'hui, tout ça, c'est décidé où ? C'est pas décidé au niveau national ni même local. C'est décidé au niveau européen. La PAC. Mais qui a voté la PAC ? C'est pas les écologistes. C'est ce gouvernement avec l'extrême droite. Quand j'entends M. Bardella prendre soi-disant la défense des agriculteurs... La PAC, ça existe depuis 62 Alors, oui, ouais. je vous parle de cette version de la PAC qui fait que mon agriculteur, la bio, on vient l'emmerder parce qu'il n'y a pas d'autre terme sur des histoires de nitrate alors qu'il est agriculteur bio et qu'il a déjà 90% de sa surface enherbée. Bon, ça, c'est décidé où ? Avec une astreinte à 1 500 € par jour. Ça, c'est décidé au niveau européen aujourd'hui. Et cette PAC, qui l'a votée ? C'est cette majorité présidentielle. Je rappelle que la France avait la présidence française de l'Union européenne en 2022. Vous considérez qu'Emmanuel Macron n'a pas assez agi dites-moi ce qui s'est passé pendant la présidence. Je vous réponds par une question. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 6 mois de la présidence française de l'Union européenne pour faire qu'on aide mieux les agriculteurs français ? Votre réponse à votre question. La réponse est il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Donc ça veut dire que ça veut dire que le président de la République et son gouvernement, ses gouvernements successifs ont une lourde Et responsabilité. ça dans ce fait qui se passe. 7 ans. Bien sûr qu'ils sont responsables, ça fait 7 ans. Avec l'extrême droite, M. Bardella a voté cette PAC. M. Bardella et l'extrême droite ont refusé de rejeter l'accord Mercosur, qui est un accord qui permet d'importer des produits dans des pays qui n'ont pas les mêmes règles que nous, notamment en matière de pesticides, notamment en matière de produits phytosanitaires. Donc évidemment que c'est une concurrence faussée. On nous parle toujours de concurrence libre et non faussée. On est totalement dans l'agriculture dans une concurrence faussée. Moi, je ne veux pas que l'Europe soit l'idiot du village mondial. On continue à parler de l'Europe. Une question quand même par rapport à ce qui se passe en France. Selon un sondage qui est publié aujourd'hui par le JDD, Europe 1 et CNews, un sondage CSA, les Français privilégient des agriculteurs aux écologistes en ce qui concerne la défense de l'environnement. 49% considèrent que c'est les agriculteurs qui défendent le mieux la nature et l'environnement, 26% les écologistes. Et vous ? Mais on aura progressé dans ce pays quand on aura compris que l'agriculture et l'écologie, c'est le même combat. C'est le même combat. Ceux qui vous disent demain, on arrête toutes les normes et on va pouvoir utiliser des produits carbonés, du fioul, etc. comme avant, et on va pouvoir faire de l'agriculture intensive comme avant, et puis par ailleurs, on va fermer les frontières, et puis tout ça, c'est la faute de l'étranger, etc. On voit bien le logiciel politique, c'est du mensonge, c'est de l'insincérité, parce que nous avons un problème climatique, nous avons un problème de perturbateurs endocriniens, et les premiers qui en souffrent sont les paysans eux-mêmes. L'honnêteté, la sincérité, c'est de dire il faut des protections aux frontières européennes pour que les pays qui ne respectent pas nos règles soient beaucoup plus taxés. C'est pas le libre-échange qu'il faut, c'est du juste échange. Il faut arrêter d'être naïf là-dessus. Il faut refuser les traités de libre-échange qui ne vont pas dans ce sens-là. Et deuxièmement, en France, il faut qu'on arrête d'embêter les agriculteurs quand c'est pas nécessaire, avec des normes qui sont de la surtransposition et qui sont pas celles qu'on voit dans d'autres pays européens. C'est qu'a annoncé Gabriel Attal. Oui, d'accord, mais enfin, ça fait 7 ans qu'ils sont en responsabilité, ces gens-là. Et troisième point, il faut des mesures beaucoup plus fortes d'accompagnement sur le foncier, sur la répartition de la valeur sur la chaîne de production, pour que les agriculteurs qui sont aujourd'hui les plus pressurisés soient les plus accompagnés. Alors, au niveau européen, il y a aussi les droits de douane, notamment sur le blé ukrainien, qui ont été suspendus. Est-ce qu'il faut les rétablir ? Évidemment qu'on est dans une situation même si la situation de l'Ukraine est un peu ce que j'allais vous dire. particulière. La situation en Ukraine est très particulière. Pourquoi ? Parce qu'il y a la situation géopolitique que tout le monde connaît. Moi, je suis favorable à ce qu'à terme, l'Ukraine intègre l'Union européenne pour des raisons mais vous savez très bien que si l'Ukraine intègre l'Union européenne, ça ne sera pas avant des années. Bien sûr. Donc d'ici là, il faut régler ce problème. Oui, mais il y a une raison à cela. Pourquoi est-ce que ça prendra du temps ? Parce que quand vous intégrez... c'est la règle aussi. Exactement, mais il y a une très bonne raison à ça. Quand vous intégrez un pays dans l'Union européenne, vous devez mettre à niveau les normes. Et si on y réfléchit, on a intérêt à quoi ? À ce qu'on ait des pays comme l'Ukraine ou comme d'autres qui fonctionnent avec des normes différentes, avec des salaires moins élevés, avec des normes environnementales plus laxistes, et qui amènent leurs produits chez nous avec toutes les conséquences que l'on voit aujourd'hui sur notre économie et aussi sur notre santé, ou bien est-ce qu'on a intérêt à les intégrer de façon à harmoniser les règles pour que en fait, tout le monde joue dans la même cour avec les mêmes règles. Moi, je préfère... Notamment par rapport à nos voisins les plus immédiats. Voilà. L'Espagne, l'Italie Exactement. Et les autres. On a beaucoup plus intérêt... Regardez, vous venez Pologne. de citer, regardez l'Espagne ou la Pologne. C'était mieux quand ils étaient à l'extérieur de l'Europe
et qu'il y avait un dumping, ou c'est mieux quand ils sont à l'intérieur et qu'on joue tous avec les mêmes règles? Moi, je préfère qu'on joue tous avec les mêmes règles. Mais on ne joue pas forcément avec les mêmes règles. Non, notamment pour l'importation de fruits et légumes. Regardez le Mercosur, regardez les pays d'Amérique latine. Il est très clair que vous avez un certain nombre de produits, notamment dans la filière viande, qui ne sont pas produits avec les mêmes normes environnementales, et je ne vous parle même pas du droit du travail. Est-ce que ça, c'est acceptable? Mais non, ni du point de vue des valeurs, ni du point de vue économique. Donc arrêtons d'être naïfs sur le plan économique, défendons nos valeurs, et puis sur l'Ukraine, pour d'autres raisons qui tiennent à la géopolitique globale, je pense qu'on a plutôt intérêt à travailler ensemble et à s'harmoniser, plutôt qu'à s'ostraciser. Sur les aides européennes, hein, dans le cadre de la PAC, est-ce qu'il faut revoir le dispatching de ces aides? On va expliquer les choses. En clair, en faire bénéficier uniquement les petits agriculteurs dont vous parliez tout à l'heure qui souffrent de la crise et qui ne parviennent pas à assurer leur fin de mois et pour tout dire, même leur début de mois. Oui, la réponse est oui. Comment on fait? Il faut être très clair. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on a une PAC qui a été mal négociée et qui est mal orientée. Je rappelle encore une fois qu'elle n'a pas été votée par, vous citiez les écologistes ou les socialistes, qui s'y sont opposés. Ceux qui l'ont votée, c'est l'extrême droite et la droite, y compris la droite macroniste. Bon. Qu'est-ce qu'elle dit, cette PAC? Pourquoi je vous dis qu'elle est mal orientée? Parce qu'effectivement, elle n'est pas suffisamment discriminante entre les paysans, en général plutôt petite exploitation, qui ont de très faibles revenus. Qui ont de très faibles revenus, qui sont dans des filières en grande difficulté, parce que tout le monde comprend bien que ce n'est pas facile de s'occuper d'un élevage parce qu'il n'y a pas de vacances, parce que c'est des horaires impossibles, parce que voilà. Filière laitière, maraîchage aussi, dans certaines filières du maraîchage, c'est très compliqué, voilà. Ça, c'est plus évidemment les normes environnementales qui sont là pour de bonnes raisons, de santé souvent, pesticides, perturbateurs endocriniens. Bon, est-ce que ces paysans-là sont bien aidés par la PAC? La réponse est non. Pas assez d'argent et administration trop complexe, qui fait que vous avez même des agriculteurs qui ne bénéficient pas de toutes les aides auxquelles ils pourraient avoir besoin, auxquelles ils pourraient prétendre plutôt, excusez-moi, parce que la paperasse est trop compliquée. Donc il faut à la fois réorienter et simplifier. On va voir sur quoi ça va déboucher. Oui, bien sûr, mais sauf qu'il l'a annoncé sur des dispositions nationales. Je dis qu'une occasion a été largement manquée. Encore une fois, on a un peu d'amnésie, mais c'était il y a à peine un an, la France présidait l'Union européenne. Elle aurait pu mettre ce sujet de la PAC en priorité pour réorienter vers les paysans les plus en difficulté, pour simplifier et pour aussi amplifier la transition sociale et écologique dont on a besoin. C'est pas ce qui a été fait. Il y a des implications politiques aussi de cette crise. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, il considère que le RN cherche à souffler sur les braises de la colère et des espoirs des agriculteurs, mais que ce n'est que de l'opportunisme politique, de l'opportunisme électoral pour les élections européennes. Il a raison ou pas? Les représentants du RN sont des charlatans politiques. Pourquoi? Parce qu'ils viennent utiliser un sujet politique pour faire leur beurre, si vous me passez l'expression, pour gagner des voix, sans proposer aucune solution crédible, et en réalité, en étant dans l'hypocrisie la plus totale... Et pourtant, il semble être entendu par les Français. En étant dans l'hypocrisie la plus totale, ça ne m'empêchera pas de dire ce que je crois la vérité. Ils sont dans l'hypocrisie la plus totale. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes qui ont voté cette PAC qui fait du mal à nos agriculteurs les plus en difficulté. Ce sont les mêmes qui présentent des solutions, soi-disant, qui sont en réalité totalement illusoires, de fermeture des frontières ou d'arrêt des normes environnementales, alors que le changement climatique, il ne va pas s'arrêter demain. Ça, c'est de l'insincérité, c'est de l'hypocrisie, c'est du cynisme politique. Mais là où je ne peux pas être d'accord avec M. Fesneau, c'est que qui amène à cette situation? Pourquoi on en arrive là? M. Macron nous avait promis qu'il allait éradiquer l'extrême droite. Non seulement il ne l'a pas éradiqué, mais il en a fait le lit. Gabriel Attal, est-ce que c'est... il en a fait le lit. Il en a fait le lit sur l'agriculture, mais il en a fait le lit sur l'immigration, mais il en a fait le lit sur l'éducation, mais il en a fait le lit dans les quartiers populaires. Et si vous ne me croyez pas, regardez les sondages. Est-ce que le RN, depuis 2017, a baissé? Non seulement il n'a pas baissé, mais il a progressé. Non seulement il n'y a pas une seule extrême droite, mais il y en a deux, puisqu'il y a M. Zemmour aussi. Est-ce que Gabriel Attal, c'est la meilleure carte anti-RN? Ah, je ne crois pas du tout. On avait un gouvernement de casse des services publics. On a maintenant un gouvernement de casse et de classe. Et de caste. Pourquoi de classe? Avec Madame Oudéa Castéra. Avec le mépris infligé à l'éducation publique. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à réconcilier le pays, à apaiser le pays? Regardez. Vous dites Emmanuel Macron n'a rien fait pour enrayer le... Je ne dis pas qu'il n'a rien fait. J'essaie d'être précis. Il n'a pas gagné son pari quelque part. Je dis qu'il nous avait fait un certain nombre de promesses qui n'ont pas du tout été tenues. Est-ce que le pays, honnêtement, est plus apaisé aujourd'hui? La réponse est clairement non. Vous avez vu les violences il y a 6 mois? Vous voyez les violences aujourd'hui? On nous parle de bloquer Paris. Enfin, vous vous souvenez des Gilets jaunes?
est-ce que le pays va mieux ? Pas du tout. Pas du tout, mais est-ce que c'est pas LFI qui fait monter le Rassemblement national ? Mais tous les comportements politiques qui vont vers attiser la violence, vers provoquer dans la rue, plutôt que d'essayer de régler les problèmes par des voies démocratiques, sont des comportements qui, de mon point de vue, ne vont pas dans le sens de l'intérêt général. Vous parlez de LFI, là. Je parle du bruit et de la fureur. Mais Je ne vais pas LFI, généraliser. ouais. Il y a des gens chez LFI, j'ai entendu M. Ruffin qui disait « je suis social-démocrate ». Mais là, on parle de Mélenchon et de ses amis. Vous me parlez d'LFI. Ouais. Mais Monsieur là, moi, je Ruffin, parle de Mélenchon. D'accord. Est-ce qu'il fait monter le RN ? J'ai déjà dit ce que je pensais de Ouais. M. Mélenchon. Je pense que tout ce qui concourt à attiser de la violence ne va pas dans le sens de l'intérêt Ce général. qui dit concours à attiser la violence. Quand vous parlez de bruit et de la fureur, quand vous Ouais. traitez un ministre d'assassin, honnêtement, Et je on ne suis parlera pas tout sûr à l'heure, qu'on aille on dans le sens de on l'apaisement. on parlera dans quelques instants. Mais c'est pas ça qui est intéressant. du Ce qui est prochain. intéressant, c'est comment on trouve des solutions Ouais. pour le pays. On a des gens, y compris chez LFI, il ne faut pas faire de Non, caricature. mais là, vous parlez de Ruffin, c'est Ruffin. Oui, dont c'est vous une parlez. personnalité importante. Ouais. Raphaël Glucksmann porte des propositions au niveau européen qui montrent quoi ? Parce que c'est facile de rejeter en disant c'est la faute de Bruxelles. Mais Bruxelles, c'est nous. L'Union européenne, c'est nous. On ne va pas sortir de l'Union européenne. Ceux qui l'ont fait d'ailleurs, regardez le Brexit, sont dans une situation encore pire. Ceux qui nous ont joué des grandes promesses électorales, par exemple Madame Meloni en Italie sur l'immigration, vous croyez qu'elle a résolu quoi que ce soit sur l'immigration en Italie, Madame Meloni ? C'est pire. Donc arrêtons d'être dans l'insincérité. On a besoin de l'Europe, mais d'une autre Europe. Ça veut dire que... Battons-nous pour ça. C'est ce que dit Raphaël Glucksmann et il a raison. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des responsables politiques qui cherchent la vérité, qui la disent et qui proposent des solutions. Les européennes, c'est dans 5 mois. Hein Glucksmann, est-ce qu'il peut incarner le renouveau de la gauche et du Parti socialiste sans être membre du PS ? Et en tout cas, il porte quelque chose d'enthousiasmant. Moi, je le soutiens à fond. Voilà. Et vous avez d'ailleurs, vous soutenez à fond. Oui. Quel accord vous avez avec lui et avec notamment... J'ai aucun accord. Olivier Faure pour avoir des représentants de votre courant sur la liste. J'en sais rien, c'est pas décidé. Mais vous souhaitez quoi ? Mais je souhaite tout simplement que chacun soit représenté et que cette liste, qui est une liste de gauche, pro-européenne, alter-européenne au sens où nous souhaitons réorienter des politiques. On vient de parler de la PAC, par exemple, de la politique agricole commune. Mais il y a d'autres sujets. Je viens d'effleurer le sujet qui est ô combien important de l'immigration. On va en parler. Bon. Nous sommes pro-européens. Qu'est-ce qui sera d'ailleurs Qu'est-ce qui sera au centre de la campagne ? Jacques Delors est décédé il y a quelques mois. Ouais. L'histoire de l'Europe, elle a été portée par des socialistes, par des sociodémocrates, par des gens qui allaient à l'idéal, mais qui aussi avaient conscience... Pas seulement des socialistes. Hein. Non, pas seulement. On se souvient de Simone Veil, bien de sûr. Valéry Giscard d'Estaing, même de Jacques Chirac, et éventuellement de Nicolas Sarkozy. Vous avez tout à fait raison. Vous pourriez en parler de Nicolas Sarkozy sur l'Europe, mais peu importe. Bien sûr, mais cet esprit pro-européen et alter-européen, cette envie de travailler ensemble, de ne pas être dans le bruit et la fureur, mais être dans à la fois l'idéal des valeurs que nous portons. C'est une extraordinaire entreprise, l'Europe. Il ne faut pas avoir l'Europe honteuse. Et en même temps, on peut être lucide et critique sur des politiques qu'il faut profondément réformer. Parce que la vérité, c'est que l'Europe, depuis très longtemps, elle est dirigée majoritairement à droite. Ce sont ces politiques libérales-là. C'est comme ça, c'est l'élection. Et de plus en plus, un certain nombre de pays à l'extrême droite. Hein. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour notre démocratie, c'est très dangereux pour nos paysans, c'est très dangereux pour notre cohésion sociale. Dans ce contexte, Gabriel Attal va prononcer mardi son discours de politique générale. Qu'est-ce que vous en attendez précisément ? D'abord, s'il avait du courage politique, il se soumettrait au vote. Mais il y aura une motion de censure. D'accord, mais lui... Est-ce que le Parti socialiste votera cette motion de censure ? C'est aux parlementaires d'en décider. Non mais vous je ne sais, premier secrétaire délégué, donc dirigeant du Parti socialiste. Oui, pour ma part, je voterai une motion de censure, mais c'est à nos parlementaires y d'en compris décider. si le Rassemblement national vote cette même motion de censure. Mais la question n'est pas celle du Rassemblement national. On va d'abord voir ce que dit M. Attal. Moi, j'essaie toujours de ne pas insulter l'avenir, de donner une chance. Peut-être que dans son discours, il dira « j'ai compris, il y a eu un certain nombre d'erreurs, etc. » Je n'y crois pas beaucoup, malheureusement, parce qu'il n'y a eu aucune inflexion depuis tellement longtemps. Mais donc, précisément, au contraire, ce gouvernement, vous l'avez vu, il est au contraire encore plus à droite, il est encore plus... Je parlais de gouvernement de classe et de caste. Je pense qu'il concourt encore plus à cliver notre société. Je le regrette. Maintenant, je trouve que s'il y avait eu un peu de courage politique, ce Premier ministre, qui par ailleurs a d'autres talents, eh bien aurait dit, écoutez, je crois en ce que je porte et je me soumets au vote. C'est notre démocratie. C'est un manque de courage de ne pas se soumettre je pense, oui, absolument. Au vote. Oui. Dans l'actualité, il y a aussi la censure du Conseil constitutionnel d'une grande partie du projet de loi immigration, d'une trentaine d'articles, avec comme conséquence de vives critiques de LR et du RN contre le Conseil, contre son président Laurent Fabius, dont vous êtes proche d'ailleurs, et contre ses membres. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Deux choses. D'abord, et c'est une honte, le gouvernement, sa majorité,
la droite et l'extrême droite ont sciemment porté jusqu'au Conseil constitutionnel une loi dont ils savaient qu'elle n'était pas constitutionnelle. Et ça, c'est très grave. Donc là, vous parlez aussi bien d'Emmanuel Macron, oui, de LR, oui, de la majorité. Oui, je viens de les citer, oui, voilà. Absolument. Et ça, c'est très grave parce que c'est insincère, c'est cynique, parce que ça veut dire qu'on ment aux Français, on leur fait croire des choses. C'est une forfaiture ? Oui, c'est une forfaiture, on leur fait croire des choses. De la part du président de la République ? C'est une faute politique très grave parce que l'on fait non, croire... mais c'est une forfaiture de la part du président de la République ? Du président de la République, du gouvernement, de non, la majorité parlementaire. Oui, je pense que c'est une faute politique très grave. Pourquoi ? Parce qu'elle nuit à notre démocratie. Parce que, comme l'a dit d'ailleurs le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, et comment lui donner tort ? Le Conseil constitutionnel n'est pas une chambre d'appel. Faire croire qu'on va passer un certain nombre de dispositions alors qu'on sait très bien qu'elles ne sont pas conformes à notre Constitution. Donc là, c'est Emmanuel Macron. Bien sûr, on a bien compris que c'était lui qui décidait. Bon, je crois que c'est très grave. Et puis, il y a une seconde considération qui me semble également très grave. C'est que depuis cette décision du Conseil constitutionnel, nous avons un certain nombre de représentants politiques à droite et à l'extrême droite, pas tous, j'ai entendu M. Bertrand par exemple, qui a un point de vue différent, et tant mieux, je le salue, qui disent que si les juges défendent l'état de droit, alors il faut démettre les juges. Alors pardon, mais moi je vais vous dire ça. Ça vous rappelle d'autres exemples ? Ça me rappelle effectivement ce qui s'est passé dans d'autres pays. Lesquels ? Je pense à Trump. Je pense à la Hongrie, je pense à ce que j'ai entendu aussi parfois en Italie, en Argentine, au Brésil. C'est extrêmement grave. Et ça peut déboucher sur quoi ? Je défends l'état de droit. Je ne défends pas et je combattrai toujours l'état d'extrême droite. Ça veut dire quoi l'état d'extrême droite ? L'état de droit, ça veut dire que nous avons des institutions qui ne sont pas là pour être partisanes, qui ne sont pas là pour défendre l'argent, le capital ou telle orientation politique, mais qui sont là pour permettre que nous vivions ensemble et que nous avancions ensemble à travers des lois, à travers des dispositions qui se font par le débat, par la démocratie. Quand vous dites l'état d'extrême droite, l'état d'extrême droite, c'est considéré que par populisme, par cynisme, comme je le disais tout à l'heure, on va prendre des décisions qui sont la première pierre sur le chemin du totalitarisme et qui donc minent les fondements mêmes de notre République. Les fondements mêmes de notre République, c'est que nous considérons ensemble que même si nous ne sommes pas d'accord sur les orientations à prendre, il y a des règles que nous respectons ensemble. Et ces règles, c'est l'état de droit. Si on commence à les remettre en cause, alors on remet en cause les fondements de notre République et les fondements de notre fonctionnement démocratique. Ça veut dire que ceux qui remettent en cause ce fonctionnement des institutions ne doivent plus être considérés comme républicains ? En tout cas, je pense qu'ils jouent une partition extrêmement dangereuse qui va effectivement dans ce sens-là. Et qui peut déboucher sur quoi ? Qui peut déboucher sur du totalitarisme, ce que l'on a vu dans d'autres pays. Et ça, c'est très dangereux. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis, ce grand pays démocratique. Et pourtant, ce grand pays démocratique s'est retrouvé dans cette situation avec M. Trump. Je vous rappelle qu'il y a encore des élections américaines, après les européennes. Oui, après les européennes, cette année, et qui auront des conséquences mondiales. Bon, vous vous souvenez qu'après l'invasion, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, du Capitole, des présidents, vous avez cité tout à l'heure des présidents ou des responsables politiques en Europe de bords politiques différents. Moi, je me souviens qu'aux États-Unis, il y a eu M. Bush, le fils, avec M. Clinton, avec M. Obama. Et le vice-président de Trump. Exactement, qui se sont élevés contre ces dérives antidémocratiques. Je dis, attention, notre démocratie, c'est notre bien le plus précieux. Notre état de droit, c'est notre bien le plus précieux. À tous les républicains de le défendre en toutes circonstances. Alors, un mot passage sur l'avenir de la gauche, Nicolas Meyer-Rossignol. On a entendu encore aujourd'hui votre opposition à la stratégie quelque part de LFI. Les polémiques et oppositions avec LFI sur Médine, sur l'Abaya, sur Gaza, on va en reparler, ont-elles définitivement tué la NUPES ? Mais on le voit bien, la NUPES, c'était je l'ai dit plein de fois. Non, mais c'est bien d'expliquer les choses. Oh, mais je le dis encore en essayant d'être précis. Qu'est-ce que c'était la NUPES ? C'était un accord électoral en 2022 pour, certains diront, sauver des meubles, sauver des places. Est-ce que c'est pas vous qui avez dit que la NUPES ça a été accepté par Olivier Faure pour qu'il sauve son siège de député ? Non, mais c'est pas... Ça a été dit à l'époque au PS. Au présidentiel, nous prenons une rouste absolue. Il y a des législatives qui arrivent derrière, 1,74. 1,74. Derrière, LFI fait 22%. Donc ça, c'est incontestable. Bon, donc derrière, il y a des élections législatives. Qu'il y a un accord électoral dans ces conditions-là, qui sont des conditions extrêmement déséquilibrées,
pour sauver les meubles, si j'ose dire. Je ne me permettrai pas de juger, je peux comprendre les raisons. Mais ce sont des raisons électorales, conjoncturelles. Est-ce que ça fait une stratégie gagnante pour la suite ? On voit bien que non. Tout simplement, est-ce que depuis ce moment-là, donc depuis 1 an et demi, 2 ans, la gauche a progressé ? La réponse est non. Au moment des retraites, est-ce que la gauche politique a progressé ? Elle a régressé. Au moment des violences urbaines, est-ce qu'elle a progressé ? Elle a régressé. 7 octobre, elle a progressé ? Elle a régressé. Loi immigration, elle a progressé ? Elle a régressé. Et donc, est-ce que je m'en satisfais ? Pas du tout. Ouais. Donc, il faut un nouveau rassemblement de la gauche. Alors justement, Ce nouveau rassemblement de la gauche, la bonne nouvelle, mais laissez-moi juste terminer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens formidables à gauche. Regardez Raphaël Glucksmann, regardez François Ruffin. Moi, je porte de François Ruffin à Bernard Cazeneuve. Ce rassemblement de la gauche-là, il existe. Ça veut dire il y a la gauche des élus, idéale. Le maire de Montpellier, Michael Delafosse. Ouais. Il y a des gens extraordinaires, La gauche Carole idéale. Delga, Anne Hidalgo. Il y a des gens Anne Hidalgo, formidables. 78%, c'est D'accord, ça. très bien. Mais vous regardez ce qu'elle fait à Paris. Moi, Ouais. je vous dis qu'à Paris, elle est visionnaire sur ce qu'elle fait à Paris. Je sais que c'est Et difficile. tout le monde la critique, hein. D'accord, Y très compris bien. à gauche. Mais il y a eu d'autres responsables politiques qui, quand ils ont fait un certain nombre de choses, quand ils étaient élus, étaient très critiqués. Alors, et l'histoire leur a donné votre raison. gauche On idéale- jugera Votre en temps et en heure. Votre gauche idéale de Ruffin à Cazeneuve, ça conduit sur quoi ? Sur un nouveau parti ? Sur un candidat unique, lequel ? Ainsi de suite. D'abord, ça commence par le fond. Ouais. Ça commence par une plateforme de fond. La vérité, c'est que la NUP, c'était d'abord un accord électoral. Encore une fois, avec ses avantages. ça L'avenir, 2027. Voilà, on travaille d'abord Le schéma idéal sur pour le fond. 2027. Vous voyez, pourquoi je soutiens Raphaël Glucksmann ? Parce qu'il porte des propositions sur le fond européen. Et que dire qu'on n'a pas besoin de l'Europe, qu'on va sortir de l'Europe, que l'Europe c'est le mal, etc., c'est insincère. Alors, 2027. Et donc, comment on travaillons fait ? d'abord sur le fond. Ouais. Ensuite, 2027, c'est encore très Ah, loin. mais ça se prépare. Hein. Monsieur Aziza, vous connaissez une élection présidentielle qui s'est décidée 3 ans avant ? Non, mais justement, vous travaillez sur le fond. Vous connaissez une élection Mais présidentielle vous dites vous-même, vous voulez J'en une connais gauche, pas. vous voulez une gauche qui aille de Ruffin à Donc, Cazeneuve. Ça veut dire le faisons les candidat. choses- Attendez, oui. le candidat pour vous, ça doit être qui, Ruffin ou Cazeneuve ? Mais j'en sais rien Ah. aujourd'hui. Mais arrêtons de croire qu'il y a une espèce de Deus ex machina. Hmm. On l'a bien vu, l'homme providentiel, même quand certains y ont cru, Emmanuel Macron ou d'autres, Delors, hein. Monsieur Sarkozy, Monsieur Delors a refusé d'être candidat. Vous avez bien vu la déception. Beaucoup de gens ont cru, moi je pense à tous ceux qui étaient d'ailleurs de sensibilité de gauche pour beaucoup, qui ont cru à Emmanuel Macron un peu comme une espèce de sauveur, d'homme providentiel. Et à l'époque, je peux comprendre qu'on ait pu l'imaginer, parce qu'il amenait un nouveau compromis national. Vous avez vu la déception ? Donc soyons sincères, travaillons d'abord sur le fond. Social-écologie. Dire qu'on arrête l'écologie, ce n'est pas vrai, on en a besoin. Dire qu'il faut une écologie plus juste, qu'il faut une transition juste. Pas punitive. Et pas juste une transition, si vous voyez la formule, Ouais. eh ben, c'est tout à fait le sens Alors, de ce qu'il faut. on On va- a besoin d'une république laïque, on a besoin de régaliens. La gauche, elle n'a pas de tabou à avoir sur la sécurité, sur ces Sur questions-là. l'immigration. Sur l'immigration. Il se trouve que nous avons écrit avec un certain nombre d'amis une tribune à ce sujet. Vous savez, moi, tous les jours, je dois gérer les questions liées à l'immigration. Et on doit avancer. Donc, avançons ensemble là-dessus. On- D'abord le fond. Ouais. Ensuite, il faudra un processus démocratique. Très rapidement. Celui qui s'arroge, suivez mon regard, je suis le seul à gauche et donc je suis le seul candidat tout seul. Qui, Mélenchon ? Je taille large. Mais non, je pense mais que ça, vous m'avez compris. Je pense que Mais c'est nos auditeurs, c'est pas moi. Hein. oui, bah, vous Il faut m'avez qu'ils vous compris. Je comprennent. pense que ça n'est pas la bonne solution. On a besoin d'un processus Et on démocratique. passe à un autre sujet, puisqu'il nous reste 7-8 minutes. 114 jours. Aujourd'hui, le 28 janvier, nous marque le 114e jour après le programme du Hamas du 7 octobre dernier en Israël. Est-ce que vous considérez comme légitime la riposte d'Israël et sa volonté d'éradiquer le Hamas ? Et puis, qu'est-ce que vous inspire les implications, les conséquences de ce massacre, de ce pogrom en France ? C'est une situation qui est extrêmement douloureuse. Je pense aux otages. Il y en a encore beaucoup, y compris français. 41 otages français, il reste a priori 136 otages à Gaza. C'est une situation extrêmement grave. Excusez-moi, je me suis trompé. Mhm. C'est 41 victimes françaises, 3 otages français ça. qui restent à Gaza. C'est une situation extrêmement grave, évidemment, pour Israël, pour le Moyen-Orient, Proche-Orient, et puis pour le monde entier. D'abord, il faut dire les choses clairement. Le 7 octobre était une attaque et un attentat terroriste, qui est le résultat d'une volonté politique assumée d'organisations internationales terroristes, je pense au Hamas, d'États totalitaires, de régimes totalitaires, dont la volonté politique est l'instauration d'une forme de terreur et de régime autocratique. Nous devons, je dis nous, parce que nous sommes dedans, l'Europe est dedans,
des attentats, il y en a aussi en France. Est-ce que vous faites nous un lien devons nous défendre. est-ce Donc, que- le premier sujet, c'est de nommer les choses. Tout le monde ne l'a pas fait. De dire clairement les choses et de nous Tout le défendre. monde l'a pas fait, notamment LFI. Mais est-ce que vous vous dites le terrorisme qui frappe Israël, c'est le même que celui qui frappe l'Europe et l'Occident? C'est le résultat d'une même volonté politique, Mm. terroriste, islamiste. Et la gauche, comme le reste de l'échiquier politique, ne devrait avoir aucune pudeur de gazelle sur ce sujet. Il y a une volonté politique, terroriste, islamiste. Elle existe dans le monde. Et notamment Donc dans- nous devons la combattre sans aucune forme de complaisance. Alors, Elle s'explique, elle a des Ouais. raisons, Ouais. elle a une histoire, mais elle ne se justifie aucunement. Les accusations de génocide contre Israël qui n'ont pas été retenues, accusations de génocide de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice de l'Haye, qui n'ont pas été retenues par les juges. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce terme de génocide, cette accusation de génocide, est justifiée selon vous? Alors ça, c'est l'autre volet que je voulais développer. D'abord, nommer les choses. Ensuite, dire clairement que nous devons collectivement nous défendre face à cette menace terroriste islamiste. Troisième point, nous n'arriverons à rien de durable sans promouvoir la paix. Je sais que c'est difficile de parler de cela parce que nous sommes en plein conflit et qu'évidemment qu'il y a de Vous la dites qu'il violence. faut penser à l'après. de- Hein, Mais l'après, c'est maintenant, si j'ose Ouais. dire. Nous devons c'est dès pas la maintenant... paix, c'est maintenant, c'est l'après, c'est maintenant. La paix est l'après. Ouais. La paix ne va pas se faire comme ça. Je ne suis pas naïf et j'ai bien Mais conscience. je voulais parler de ça, mais quand même, par rapport Non, mais aux je vous accusations réponds du- sur ouais. cette question du génocide parce que, au-delà de l'aspect juridique de Ouais. la chose, je ne suis pas juriste et je ne commenterai pas les décisions de justice. Mais ce qui est envoyé comme message, c'est que si Israël, ou plus exactement M. Netanyahou, parce qu'on voit bien que beaucoup d'Israéliens ne sont pas d'accord avec M. Netanyahou, si M. Netanyahou et son gouvernement, quand même très largement d'extrême droite, il faut quand même le dire, continuent d'envoyer des signaux et des actes concrets qui en réalité attisent la violence, créent de la haine, et je vais le dire un peu crûment, mais parce que c'est la réalité, contribuent à créer de nouvelles générations, en particulier de Palestiniens, mais aussi de ressortissants arabes dans d'autres pays, qui vont être nourris par une haine, alors est-ce que vous pensez sincèrement qu'on va vers la paix? Non. Donc, même si je sais que c'est difficile, même si c'est extrêmement difficile, la responsabilité des dirigeants, qu'ils soient en Israël ou ailleurs, je pense aux États-Unis, je pense à la France, je pense à l'ONU, je pense à l'Europe, c'est de trouver et de chercher les conditions de la paix. Alors, au passage, il est maintenant prouvé et assumé, y compris par l'ONU, que des salariés de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, ont participé à la planification et au pogrom du 7 octobre. Les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou encore l'Italie ont suspendu leur aide en tout 9 pays. À l'UNRWA, la France doit-elle adopter la même position? Si il est avéré, vous avez l'air très sûr. Ah, c'est sûr, c'est indiqué Très bien, mais dans la presse, c'est par l'ONU, par les responsables de l'ONU. Oui, enfin, l'ONU demande précisément à ces pays de maintenir leur versement. Non, mais c'est Donc, la décision qui a été prise, donc voilà. OK. Donc, moi, je vous réponds. Si il est effectivement avéré qu'il y a eu des complicités envers le terrorisme, c'est évidemment inacceptable. C'est même pas des complicités, c'est une collusion. Une collusion précise. C'est évidemment inacceptable. Je suis plus prudent que vous, mais peut-être que vous avez des informations que je n'ai pas. Mais c'est évidemment inacceptable. Mais la question qui est à côté, c'est la question de l'aide humanitaire. Ouais, il y a bien d'autres moyens d'apporter une aide humanitaire. Il y a des ONG, il y a d'autres voies onusiennes également. L'ONU ne se réduit pas à cet organisme. Et là encore, je dis attention, parce qu'il y a aussi des victimes civiles qui sont dans une situation absolument catastrophique sur le plan humanitaire. Il nous reste 2 minutes. Une question quand même par rapport aux implications en France. Ce qui a marqué les esprits depuis le 7 octobre, c'est la position de LFI, avec des déclarations de Jean-Luc Mélenchon et de ses proches au relent nauséabond sur le CRIF, sur des personnalités d'origine juive comme Yael Braun-Pivet, comme Elisabeth Borne, Pierre Moscovici, même Rutel Krief. Quel regard vous portez sur le parcours de Mélenchon? C'est Le Monde qui avait publié un papier sur la lente dérive de Mélenchon en matière d'antisémitisme. Franchement, tout ça ne m'intéresse guère. Mais nous, ça nous intéresse. Je pense que je vous réponds, vous me demandez mon avis, je vous donne mon avis. Je pense que tout ça est triste. Je pense que tout ça ne contribue pas à l'intérêt général. Et je suis, pour ma part, soulagé de voir que
y compris chez LFI, tout le monde n'est pas d'accord, et heureusement, et beaucoup de plus en plus d'ailleurs le disent, tant mieux. Je constate aussi que d'autres responsables politiques, j'en fais partie, je ne suis pas le seul, je pense à Raphaël Glucksmann par exemple, se sont exprimés très clairement sur l'Ukraine, sont exprimés très clairement sur le 7 octobre, défendent les droits fondamentaux, défendent des valeurs, et on en a besoin aujourd'hui. Et moi, je suis heureux de voir qu'il y a une nouvelle génération de responsables politiques, Raphaël en fait partie, et tant mieux, qui ont envie de porter ce nouvel espoir. Je préfère me tourner vers l'avenir que vers le passé. Mais quand même, Mélenchon, antisémite. Je viens de vous répondre. À l'insu de son plein gré, antisémite. Je ne sonderai pas les cœurs et je ne suis pas là pour juger les uns et les autres. Moi, je regarde les actes. Quand on est clair, on condamne le terrorisme pour ce qu'il a fait le 7 octobre. Voilà. Et donc, c'est ce que, pour ma part, j'ai fait. C'est ce que Raphaël Glucksmann a fait. C'est ce que nous allons continuer de faire. Et nous promouvons la paix. Quand on est clair, on ne dit pas qu'on est clair sur M. Poutine. M. Poutine est un dictateur. M. Poutine est un adversaire de l'Europe aujourd'hui. Et nous devons soutenir très clairement l'Ukraine. C'est ce que dit Raphaël Glucksmann, c'est ce que je dis, et c'est ce qu'une bonne partie de la gauche dit aujourd'hui. C'est là-dessus que nous devons aller. Et on voit bien que la campagne européenne est lancée et que ce sera autour de ces thèmes. Notamment, pas uniquement, le pouvoir d'achat, l'industrie, la réindustrialisation, comment on concilie écologie et économie, l'agriculture. Vous voyez qu'il y a des positions différentes. Le gouvernement et l'extrême droite, ils ont voté cette PAC inique qui, aujourd'hui, dégrade les conditions de vie des agriculteurs, des paysans et les met dans des situations désespérées. Merci Nicolas Meyer-Rossignol d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Merci à vous. Et à dimanche prochain. Merci. Merci.